Annie, bonjour, hi. Je m'appelle Lila Cashew. Je suis directrice exécutive de Hondegonson Doge, l'environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones du Québec. Nous aimerions commencer ce webinaire par remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous et avec vous aujourd'hui le travail qu'ils font et leur engagement envers le milieu de la recherche. Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions portant sur les pratiques prometteuses favorisant les environnements de recherche par et pour les premiers peuples. Nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits du territoire aujourd'hui appelé Québec, nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Merci Lila. Donc, mon nom est Audrey Monette Deschaines et je suis assistante de recherche pour l'ERSA Québec. On vous rappelle que l'interprétation simultanée est disponible. So, interpretation is available. Si vous regardez dans le bas de votre écran, il y a un petit globe. So, if you look at the bottom of your screen, there should be a globe. Sinon, vous cliquez sur More plus. So, if not, you click on More and there is an interpretation option. Donc, dans l'interprétation, sur More Plus, il y a l'option interprétation et vous choisissez le canal linguistique qui vous convient. So you choose the linguistic channel that meet your needs. Donc, merci Lila pour l'introduction et bienvenue au troisième webinaire de la série Exemples pratiques de recherche en contexte autochtone. Dans le cadre de la série, on met de l'avant les projets de recherche qui sont soit entièrement menés par les communautés, les organisations et les personnes autochtones, ou des partenariats de recherche entre le milieu académique et les communautés et les organisations autochtones. On est très chanceux d'avoir deux projets bien différents aujourd'hui, mais qui sont vraiment pertinents pour le milieu de la recherche en contexte autochtone au Québec. Donc, notre premier invité aujourd'hui, c'est Oscar Labra, qui est titulaire de la chaire de recherche stratégique en santé et perspectives autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il devait être accompagné de Ernest Penosway, qui est un intervenant en santé mentale auprès des hommes à Lac-Simon. Malheureusement, comme c'est la saison des grippes et d'autres maladies, conditions pulmonaires, Ernest a dû se désiter pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer une capsule avec lui dans le futur et on va l'ajouter à la vidéo qu'on va diffuser sur nos réseaux sociaux. Donc, Oscar, je vais te donner le micro et merci d'être avec nous. Merci et bonjour à tous et toutes. Je me demandais si je peux partager les... Ah oui, je peux déjà. Voilà. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok. Bon, donc tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. C'est pour moi très agréable d'être là aujourd'hui, partager une expérience de partenariat de recherche autochtone. Donc, aujourd'hui, on voulait bien qu'Ernest soit avec moi, mais tel qu'indiqué por Audrey, je communiqué hier soir avec elle parce que lui est malade, donc sera pas là pour cette présentation. Ça va juste moi qui va parler au nom de lui et voilà de ce projet en fait, c'est pas un projet en fait, si je vais parler plutôt de quelle importance a pour la recherche en contexte autochtone, construire les projets en partenariat. Je ne présente pas aujourd'hui des résultats de recherche, je vais parler plutôt comment on s'était pris pour développer un projet en partenariat avec les trois communautés Ashwinabec de la région de la Abitibi-Témiscamingue. Et je vais passer pour faire le tour de toute cette expérience, quand même très formatrice pour moi et pour tout l'équipe de recherche. Voilà mon plan de présentation, contexte du projet de recherche, puis je vais présenter la méthodologie de ce processus de recherche partenariale. Les défis, il y a toujours des défis en fait que nous avons rencontrés.
et que nous avons été capables de surmonter tout ensemble. Et l'implication des partenariats autochtones dans ces processus de recherche, quel, quel travail, quelle collaboration ont développé ces gens-là des communautés participantes et le succès et les retombées perçues. Puis, je commence cette initiative en fait de s'intéresser à l'accès aux services sociosanitaires des hommes autochtones est devenu bien sûr un besoin de la communauté. Hein. Mais pourquoi faire une recherche en partenariat avec les communautés de la région? En fait, c'était parce que quelques années auparavant, j'ai eu la chance de développer un projet qui portait à l'époque sur la question des certitudes et connaissances des allochtones et autochtones sur la question du VIH, SIDA, HIV. Donc, pour cette initiative de travail, bon, la question c'était pour moi me poser la question en fait, qu'est-ce que les intervenants, les gens de la communauté, ah, moi, en ayant déjà travaillé sur des questions qui touchaient le VIH, ah, cette fois, je me disais, voilà, qu'est-ce que les gens souhaiteraient que je monte comme projet de recherche ou que l'on peut monter ensemble. Ah. C'est ainsi qu'on a développé un processus de travail en collaboration. Je parle des années 2016-2017, initiative de recherche que nous avons présentée au CIRC à l'époque et qui a été financée. Et plus la méthodologie de ce premier travail de partenariat a été publiée en 2020 dans la revue de travail social canadienne, Canadian Social Work Review. Là, on explique tous les processus de travail, de réunions, de rencontres, comment c'était approprié d'une méthodologie pour moi dont je n'étais pas assez proche à travailler. Pour moi, auparavant, j'étais plutôt moi qui définissais les sujets de recherche, la problématique, et je me lançais avec les assistants de recherche à définir tous ces corpus de connaissances pour monter une demande de subvention. Cette fois, c'était différent. Donc, cette première expérience nous a permis de développer un premier réseau de recherche communautaire dans la région, en Abitibi. Et puis, en ayant déjà des partenaires des communautés autochtones, on s'était dit, voilà, moi, je qui m'intéresse à la question de la santé des hommes, y compris la masculinité, je me disais, oh, peut-être ça serait intéressant de parler aux communautés, aux gens que je connais, les visiter et de regarder s'il y a quelque chose qui pourrait les intéresser. J'avais des idées, moi, mais la question, c'était pour moi peut-être que mes idées, telles que dans les premiers cas, ce n'était pas mes idées, ce que les gens pensaient qu'il fallait faire en termes de recherche. Donc voilà, c'était la même chose cette fois, lorsque j'ai commencé à approcher les intervenants, et le conseil de bande de la communauté de Lac-Simon, des intervenants qui touchent, qui travaillent auprès des hommes. Et puis, c'est là qu'il commence à apparaître cette idée de pourquoi pas Oscar s'intéresser à la question de quels sont les besoins de ces hommes-là qui sembleraient vont pas si souvent consulter en santé et services sociaux. C'est là résumer le contexte de mon projet. Donc, bien sûr, c'est une démarche qualitative, OK, pour ce projet-là. Donc, je commence à visiter autour de l'automne 2018, hiver 2018, les communautés, avec les contacts que je commençais à développer à l'époque, et faire des rencontres avec eux, intervenantes autochtones et intervenantes allochtones qui travaillaient depuis des années dans les communautés. J'ai eu la chance d'avoir accès aussi aux gens du conseil de bande de l'époque et leur dire, écoutez, je me présente, je suis Oscar, je suis là, j'aimerais faire des rencontres avec des gens si vous m'autorisez pour voir quels sont vos besoins dans la communauté. Je travaille sur des questions qui touchent les hommes. Aujourd'hui, ça serait peut-être un projet que je voudrais développer avec vous dans cette orientation.
plus tard, on verra si on peut toucher d'autres populations, mais à l'époque, c'était, voilà, travailler auprès avec les hommes. OK? Et puis, c'est comme ça. On fait des rencontres au Campus de Val d'Or, on fait des rencontres ainsi tous dans les propres communautés. C'est plutôt moi qui s'est déplacé. Je n'avais pas d'assistant de recherche. C'était juste moi qui s'est déplacé dans les communautés pour faire des rencontres, hein, et systématiser ce que je recevais. OK? Donc, l'implication dans la recherche a été dès la conception de ces projets-là. Hmm? Parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais ciblé juste voilà, la recherche au masculin, si vous voulez. Ah, mais on fait quoi à l'intérieur? Je ne savais pas. Ah, donc, j'aurais pu faire une récession des écrits et cibler des problématiques, mais pour moi, ce n'était pas ça qui m'intéressait à moi, hein, d'étudier des choses qui ne marchent pas. Hein. Il y a beaucoup de recherches, j'en profite, hein, beaucoup de recherches qui s'intéressent à ce qui ne marche pas bien, à ce qui est négatif. Hein. Je m'intéresse plutôt à ce qui marche bien dans les communautés et ces projets ciblent ça. Hein. Et j'ai constaté plus tard, lorsque j'ai monté, je fais une parenthèse ici, lorsque j'ai monté les premières recherches de recherche en santé autochtone à l'UQAT, que les gens que j'ai consultés à gauche, à droite, ici et à l'extérieur de la région, Oscar, l'orientation que vous devez vous donner à votre chair, ça doit être positive. Intéressez-vous à des choses positives dans les communautés. Il y a beaucoup de choses qui marchent bien, à savoir culturel, les liens, la famille. On est très sollicité toujours pour nous dire des choses qui ne marchent pas bien. On est tanné de ça. Je l'ai compris tout de suite. Hein. Lors de mes premiers projets, ce qui a fait, ce que je présente aujourd'hui, en fait, l'accès des hommes aux services en santé et services sociaux, déjà, j'ai commencé à recevoir cette information. Hein. Donc, la consultation finale pour valider auprès de tous les participants, voilà, une fois que j'ai ramassé toutes ces idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de recherche auprès des hommes, hein, et avec les hommes, j'ai ramassé toutes ces données-là, j'étais validé. Hein. C'était moi qui s'est lancé à écrire après, et c'est moi qui envoyé ces documents à certains partenaires, et c'est moi qui les ai rencontrés pour dire est-ce que ça prend du sens, c'est ça que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qui manque, d'accord? Et c'est comme ça que dans cette étape de conception, de rédaction, de développement du projet, j'étais validé ce que j'allais présenter, hein, plus tard au CRSH. Hein. Donc, cette phase-là finit pour une demande de subvention qui a été soumise en 2019. Et je vais parler plus tard sur les résultats, si on l'a ou pas. Hein. Mais j'étais content d'apprendre une autre façon de faire. Hein. Euh, J'ai une population très demandée pour des choses qui ne les intéressent pas, dans la plupart des cas. Si je peux chiffrer ça, 99% sont des choses qui ne les intéressent pas. Parce qu'ils ne sont pas de recherche et de besoins qui viennent de la communauté, qui sont nés de communautés. Hein. Peut-être que j'exagère dans ma approche porcentuelle, mais je pense que c'est quand même proche à ça. Mm. Bon, des défis, il y en a toujours, hein, peu importe le sujet de recherche, des défis, il y en a toujours. Hein. OK, les défis, la disponibilité des partenaires. Hein. Je suis passé à Rouyn-Noranda, me déplacer à Picogan, c'était 50 minutes, à Lac-Simon, à peu près 1h45 minutes, à Kitsaki, à peu près 12 heures, à peu près. Des fois, les gens n'étaient pas disponibles parce qu'il y avait des réunions qui s'ajoutaient à des rencontres, donc, ou même moi, j'avais des réunions urgentes, donc à l'époque, j'avais de direction, donc des fois, j'avais d'obligations que je devais répondre à tout prix, donc voilà les disponibilités. Les conditions climatiques, au Québec, vous avez, hein, au Québec, les conditions climatiques, surtout en région, la situation, ça se peut que soit un petit peu plus compliqué, je le dis comme ça se peut. Les milieux de transport, ce n'est pas comme à Montréal et à Québec. Il fallait juste se déplacer en auto. Donc, des fois, euh, la pluie verglaçante, la neige qui tombe, c'est compliqué. Ça fait de sorte qu'on devait annuler des rencontres.
les imprévus, je parle des maladies. Hein. Des fois, il y avait des gens qui étaient malades, ou la plupart n'étaient pas disponibles, donc on devait annuler ces rencontres. Cela, hein. Les défis, cela faisait de retarder le processus. Hein. Mais je dirais des bonnes conclusions dont je vais vous parler tantôt. Hein. Donc, la façon dont on était surmonté ces défis, établir des liens de confiance, c'était pour moi très important, mais si je le savais à l'avance, hein, les liens de confiance sont la clé. Et je dépasse ce type de projet. Les liens de confiance sont très importants, hein, parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller interroger les gens et quitter la communauté. Hein. Il s'agit de montrer que vous avez des propos honnêtes, que vous voulez contribuer à la communauté, que vous voulez faire une contribution et que dans cette contribution, ne vous pas le premier qui est placé, ya soit pour les publications, pour votre réputation, pour les communications, et j'en passe. C'est une contribution que vous voulez faire pour le développement de là où les communautés participantes. OK? Changer de stratégie de convocation. Les premières rencontres, le faisaient au campus de Val d'Or. Des fois, ce n'était pas facile de venir, donc on faisait des rencontres dans les communautés. On faisait des trucs comme ça. Hein. Donc, j'ai appris que ça marchait mieux comme ça. On avait plus de représentativité. Et dans les milieux, en plus, on pouvait rencontrer d'autres gens, nous faire connaître, me faire connaître, en fait, parce que c'était juste moi qui allais à l'époque dans les communautés, hein, me faire connaître pour des gens qui n'avaient aucune idée qui c'était Oscar. Hein. C'était la première fois qu'entendait mon nom, mon pronom, donc pour moi, c'était important, cette visite dans les communautés. Et puis, l'expert, c'est pas moi. Au-delà des diplômes que j'ai pu accrocher au fil des années dans ma formation universitaire, c'était pas moi l'expert. Pas sur les sujets que sur la façon de travailler. J'enseigne les modes d'intervention des groupes en travail social. Et puis, j'apprends toujours à mes étudiants que l'expert, peu importe le sujet dont vous allez intervenir, ce n'est pas vous, ce sont les gens qui font partie du groupe. Les gens qui vivent, peu importe la problématique, sont eux les experts. Hein. Nous, on est l'expert de la méthode. En intervention, on est l'expert du processus d'aide mutuelle ou de changement. Mais l'expert sur le sujet, ce n'est pas moi. Je peux bien lire des choses, mais je vais la comprendre toujours à partir d'un paradigme, en premier, dans l'automne que je suis, hein, et deuxièmement, d'un paradigme de quelqu'un qui se met ses lunettes pour essayer de comprendre à partir d'une position épistémologique le plus sympathique que je peux, mais ça reste que je ne suis pas un autochtone. Implication des partenaires autochtones dans le processus de recherche, une implication variée. Ah, je disais, la conception du projet, cette conception a été construite par des leaders intervenants des communautés participantes. Ah. Sont eux qui m'ont donné les idées, sont eux qui m'ont dit de quoi faire, sont eux qui m'ont dit fais ceci, ou ne touche pas des choses négatives, Oscar, allez dans notre orientation. Ah. La mise en marche du projet dans les communautés. Une fois que nous avons développé le projet, une fois qu'on a informé sur le résultat du projet, sur les gens que j'avais contactés, bien sûr, au préalable, j'ai rencontré les conseils de bande pour leur dire, voilà, voici ce projet-là qui est né de la communauté, voici le résultat. Et puis, j'aurais besoin de votre collaboration pour avoir accès aux gens qui ont collaboré au préalable de la conception et pour diffuser le projet. Hein. C'est ainsi que m'ont proposé un agent de liaison dans les communautés, hein, qui travailler à l'époque avec les hommes, hein, ou qui s'intéressait aux questions des hommes autochtones dans la communauté. Cet agent de liaison nous a aidé au recrutement des participants. Hein. Dans ce processus, nous avons engagé des étudiants de boursiers pour faire le travail de recherche avec la collaboration.
Donc, l'implication des gens de la communauté a été dans les différentes étapes de recherche. Et je vais continuer plus tard avec ça. Donc, l'application, c'est la validation. Nous avons, avec l'aide des gens que l'on connaissait dans la communauté, c'est moi qui ai introduit les étudiants, puis l'agent de liaison a collaboré avec dans l'accueil des étudiants de la communauté. Les étudiants ont été présentés dans les communautés donc pour avoir accès aux participants potentiels. Hein. Une fois que le processus de collecte des données a été terminé, on a envoyé les résultats du premier mémoire pour validation auprès des participants, des leaders qui voulaient lire ce document, et surtout des intervenants auprès des hommes qui étaient d'agents clés dans les projets. Voici, voici un premier arbre thématique. Je voudrais que tu nous dises si ça prend du sens, s'il y a des choses que tu voudrais qu'on retire, qu'est-ce que tu en penses? Plus tard, mon étudiante, il a présenté ces données directement dans les communautés avec l'invitation était large pour présenter les données. Une façon de dire ce que cela représente, ce que vous voulez que l'on présente, est-ce que c'est du sens, tout ça. C'est dans cette démarche, que c'est une démarche qui prend du temps. Et, et, et je parle de ça, je le mentionné rapidement tout à l'heure. Je n'allais pas à mon rythme comme chercheur, comme j'étais habitué dans d'autres projets. Je n'allais pas à mon rythme. Mes étudiants ont dû s'adapter au rythme des communautés. Dans les communautés, les gens étaient disponibles, on pouvait y aller. Quand il n'y avait pas de gens disponibles, on n'allait pas. On forçait personne pour y se rendre, pour présenter les résultats, pour le rencontrer, etc. Donc, l'évaluation aussi a été faite auprès d'un conseil de bande à Picogan pour présenter une brochure que je vais vous présenter rapidement tout après. Pour les voici le résultat aussi que nous voulons présenter. Une brochure qui a été faite, construite à l'intention de vos intervenants de la communauté et des 3 communautés participantes. Donc, c'est ça les retours, visite et terrain. Aucune rencontre a été faite en virtuel. Toute rencontre d'évaluation et de montrer le résultat ont été faites en présentiel dans les communautés. On ne l'est pas invité non plus à l'UQAT, peu importe le campus. On est allé dans les communautés. Puis cela nous a permis l'évaluation de l'outil de diffusion, c'était la brochure, et l'évaluation des résultats, comme je vais le dire tantôt. Dans la diffusion des résultats de recherche, distribution de l'outil de recherche, ça a été à travers aussi des agents de liaison que nous avons embauchés, toujours en approchant les conseils de bande. On a toujours été très respectueux, nous, dans l'équipe, d'approcher les conseils de bande, de leur dire, voici le matériel qui découle de la recherche née dans votre communauté, et voici ce que nous voudrions présenter à vos intervenants. Et que vous pouvez imaginer, on a eu des rencontres, on a fait des visites. Le succès, les retombées perçues, voilà, c'est ça, vous avez déjà découvert, on a eu le financement. On a été évalué les premiers dans le secteur de classement général du concours, on a été très, très contents de ça. Mais je pense que ce qui nous a aidé, parce que les examinateurs de notre demande de subvention on était très, très positifs vers nous, c'est l'approche que nous avons choisie. C'est parti de ces besoins des communautés, pas parti de mon besoin comme chercheur alloctone que je suis. C'est le fait d'avoir donné la parole, de rendre visibles les gens que nous avons consultés à l'époque. Quand nous avons posé, parce que j'allais juste à la communauté d'une question, j'aimerais monter un projet sur la question que toutes les sommes. Sur quoi je devrais m'intéresser? C'était juste ça. Il n'y avait pas un questionnaire. Rien de plus simple que ça. Et autour de ça, on jassait. Donc, établissement d'un réseau vivant de collaboration, cette recherche m'a permis d'établir aujourd'hui un réseau de communautés où je suis plus visible, moi, où
chaque fois que j'ai l'occasion, je passe rencontrer mes partenaires dans la communauté juste pour leur dire bonjour. Je ne vais pas juste pour dire, voilà, voulez-vous que monte un projet? Chaque fois que j'ai l'occasion, je passe, je leur dis, si vous venez à Rouen, prenons une pause pour prendre un café, pour jaser ou à Val d'Or, ah, pour établir des liens de confiance, comme je le parlais tout à l'heure. Les liens de confiance, pour nous les chercheurs, est à la base pour une recherche, vraiment un partenariat, une recherche qui répond, une recherche honnête et qui répond aux besoins de la communauté. Hein. Établissement du réseau vivant, c'est ça que je sens que j'ai aujourd'hui. Et les gens que je rencontre de la communauté, ils, ils sentent que ce que je le fais pas juste pour accrocher des publications dans mon CV comme un Canadien et ces trucs-là. Hein. Je le fais parce que je sens ce besoin-là de contribuer de façon humble à leurs besoins, hein, en recherche. L'humilité. Les experts, ce n'est pas moi, en fait, je le sais, j'ai mentionné déjà tout à l'heure, hein, euh, j'ai une vision de l'autochtone, d'homme à l'autochtone. Donc, je n'ai pas ce véhicule-là d'homme autochtone par rapport à l'accès aux services en santé et services sociaux. Je peux consulter un ton de publications, je peux me faire de bonnes idées, mais je ne suis pas sûr que si cela bien représenté pour de vrai, hein, les hommes qui ont participé à cette recherche. Donc, la recherche que nous avons faite avec mon équipe, mes étudiants, ça reflète ce que nous avons reçu comme mandat de communauté. Et mon dernier diapo, les retombées en considération des besoins de recherche des leaders intervenants des communautés participantes, c'est ça en première retombée. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas eu de refus lorsqu'on a eu à leur dire, voilà, aujourd'hui, on vient vous dire qu'on a eu la subvention. Hein. Ils le savaient tout de suite, parce que dès que j'ai reçu la nouvelle, je l'ai téléphoné du coup, je lui ai dit, ah, écoutez, on a une bonne nouvelle, on est content, et j'ai partagé la nouvelle. Hein. Développer des liens de confiance, je me sens que je suis chanceux d'avoir ces liens-là aujourd'hui dans mes communautés, si je peux le dire comme ça, dans mes communautés. Hein. Focalisation sur le facteur facilitant l'accès aux services. Hein. Voyez-vous, hein, et sur les initiatives gagnantes. Donc, il n'y a pas de choses qu'on a voulu toucher sur pourquoi ils ne vont pas, pourquoi les hommes consultent moins que les femmes. Non, s'intéresser à, ils doivent avoir des choses bien dans cet aspect-là. Et c'est ça que nous remarquons. Hein. Retour à la communauté d'une première brochure qui résumait les résultats du volet A. Et cette subvention nous a permis d'avoir deux étudiantes à la maîtrise. Hein. Donc, le volet A s'intéressait déjà sur une recherche féminine aux facteurs facilitant l'accès aux services sanitaires. Le volet B s'intéresse aux besoins de ces hommes-là. Et puis, l'accueil de 12 étudiantes du deuxième cycle intéressés à la recherche avec les autochtones. Donc, on a bien ciblé les participants pour choisir des gens qui voulaient, pas juste pour la curiosité, venir faire une recherche, sinon plutôt c'était des gens qui voulaient pour de vrai hein, faire une recherche autochtone, aimer l'autochtone. Voici un résumé de la brochure que nous avons, que mon étudiante, en fait, c'est pas moi, hein, c'est mon étudiant qui a créé, avec bien sûr avec la supervision de moi et Hugo, le co-chercheur. Et puis, elle a été construite sur la base des principes hein, de Première Nation. Les mémoires est là, je peux partager plus tard si vous voulez cette information. OK. Pardon, je vais partager un petit peu plus largement cette brochure que je l'ai en version PDF. Ici, donnez-moi une petite seconde si vous me permettez ça. Je pense que voilà. Donc, ça va être mieux comme ça. Voilà. Voyez-vous, on a fait une présentation de la question de recherche. On a essayé de trouver en consultant les gens de la communauté quel symbole pourrait le mieux représenter les hommes Anishinaabe. Donc, c'est ça qui est apparu. Puis la question de recherche, qu'est-ce qui influence l'accès aux services, d'accord?
Puis, parcours accès aux services, hein, on essaie de représenter ça, voyez-vous, de cette façon. Hein. Puis, les résultats, ça résumé, ça résumé les résultats du mémoire de 250 pages. Hein. Il faut être concret et clair. Hein. Les gens, les intervenants ont besoin de quelque chose de concret. Hein. Les gens de la communauté aussi. Je me rappelle toujours, euh, aujourd'hui, participant au conseil de bande d'une communauté, hein, m'a dit Oscar, si tu, quand tu termines ton mémoire, OK, faites non, un résumé exécutif. Je me rappelle toujours ce mot exécutif. J'ai compris qu'il soit très, très résumé. Donc, on a essayé d'aller dans ce sens, on a produit une brochure. Hein. Les recommandations, c'est ça, à l'intention des intervenants, et puis hein, les principes clés pour mieux accompagner les hommes à son appel. Donc, je pourrais vous partager ce matériel si vous voulez bien plus tard. Audrey, je pourrais te faire parvenir. Même si tu veux une copie papier de la brochure, que je la trouve qu'elle est belle, elle était bien faite, hein, version papier. Je me ferait plaisir de te faire parvenir ce matériel que Hélène Pourcelot a produit hein, dans le cadre de sa euh, recherche avec nous. Et je regarde ça. Bon matin, mon nom c'est Ernest Fenosou, animateur et intervenant pour le centre du vaccinement. Récemment, j'ai travaillé avec Oscar, un bon gentil monsieur. On a fait des recherches sur les hommes de ma communauté. Et comme je voyais une dizaine de participants lors de ces recherches, ça n'a pas été facile de trouver des hommes de ben, j'ai quand même réussi, là, mais l'implication des hommes est difficile, je trouve, dans ma communauté. Il y a quand même eu, il y a quand même eu des participants, ce qui a été bénéfique pour nous tous. Là. C'est que durant les recherches, je sais pas, moi, on m'a envoyé les résultats, puis c'est comme venu me chercher, ça me permet de trouver où est-ce que je devrais m'aligner avec les hommes de ma communauté. Il y a beaucoup de partage, puis c'est fun d'avoir les partages des hommes. Moi, c'est à peu près ça que j'ai travaillé avec Oscar, puis tu sais, j'ai content de contribuer à ces recherches. Puis moi aussi, ça m'a permis de grandir dans tout ça. Pour être honnête, pour être honnête, je sais pas trop quoi dire un matin par rapport à tout ça, mais parce que moi, j'ai bien aimé travailler avec Oscar. Puis, tu sais, s'il y a d'autres choses que je peux faire, moi, je suis là. Puis les recherches, mais c'est quelque chose de travailler avec les hommes. Pour moi, dans ma communauté, c'est quelque chose. C'est dur aussi d'aller les chercher, surtout chez les plus jeunes, les jeunes adultes, c'est dur d'aller les chercher. Pour moi, les hommes, c'est de la misère à s'exprimer. Beaucoup, c'est de la misère à s'exprimer de ce qu'ils vivent. Oui, ça doit de parler des faits et tout, mais de parler de ce qu'ils ressentent en dedans, là, c'est autre chose pour les autres. Et moi, je suis capable de le faire, mais c'est le fun qu'il y ait d'autres qui sont capables de s'exprimer, c'est quoi leurs besoins. Moi, ce qui marche dans mes activités, dans ma communauté, là, c'est des activités culturelles. C'est les amis dans le bois, faire la pêche, la chasse. Il y a aussi les sports. Il y a les sports comme le hockey, le ballon-ballet, la balle, le volleyball. Les hommes aiment bien ça, s'amuser. Mais ils oublient tout le temps. Ce qu'ils oublient les autres, c'est l'idée d'arcade. Parler de leurs émotions, c'est ça qui est dur avec les hommes. Puis je fais aussi des activités par enfants, tu sais, c'est fun. Et moi, je pense que les hommes sont plus forts des activités que de leurs émotions. Moi, depuis que je travaille en 2000, je commençais en 2010
à cet emploi-là que j'occupe aujourd'hui. Moi, je suis animateur pour les hommes, comme je vous ai mentionné tantôt. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, puis je lâcherai pas ce job-là jusqu'à temps que je suis mère, peut-être. Puis dans les recherches que j'ai eues, ben, c'est comme je dois m'ajuster et être à l'écoute des hommes, c'est quoi leurs besoins. Tu sais, on n'a jamais fini de grandir, on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. C'est que c'est comme ça, je vois la vie aujourd'hui. Là, j'étais un homme fait comme. Avant, là, je vais vous partager un peu mon vécu, genre. Avant, là, j'étais un grand consommateur. Tu sais, je buvais de la bière, je prenais de la drogue. Mais depuis, j'ai cet emploi-là, ça m'aide beaucoup à pas consommer. Ça va faire bientôt 14 ans que je consomme pas, puis je suis bien comme ça. C'est ça que je souhaite aujourd'hui des papas, des hommes, de se prendre en main. Et oui, j'en rencontre beaucoup des gars sur le chemin. C'est rare qu'ils viennent au travail, à mon travail. Quand je les vois au chemin, ben, je partage avec eux. Ouais, les autres, ils me partagent. Mais moi, tu sais, je suis pas là, je les dis comment faire, puis là, les autres ont trouvé leur chemin, leur chemin de guérison. Le chemin de guérison, c'est long. Moi, je suis dans toujours en rétablissement. Je ne suis pas parfait, même si je pense pas. Je suis en mode amélioration à chaque jour, chaque semaine. Je ne juge pas si ils pensent. Tout ce que je leur souhaite, c'est de se retrouver eux-mêmes. Moi, je suis là pour les guider. Fait que c'est ça, moi, attends, comment je suis, comment je travaille avec les hommes. Fait que je sais pas trop quoi dire en d'autres, mais c'est ça peut-être mon partage qui vient aujourd'hui. Je vois avec qu'est-ce qui me vient dans mon cœur, mettons. Fait que s'il y a d'autres choses que je peux partager, mettons, ouais, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Avez-vous une copie, Ernest, avec vous du livret qui a été produit dans le cadre du premier volet de la recherche? Ah, je suppose que je l'ai mis. Je pense que je l'ai mis. C'est tout ça? C'est tout ça? Ouais. Peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu sur ça. Euh, si je peux vous parler un peu sur ça, mais ouais. Je trouve que ça a été bien fait. Ça a été bien fait, je trouve. Que, s'il y a d'autres choses que je pourrais rajouter, je sais pas. Pour le moment, moi, je suis satisfait de ce pamphlet-là. Ça va m'aider beaucoup dans mon travail. Ça a été bien fait. Puis, tu sais, les Anishinaabe, c'est quelque chose. Et on les oublie, ces hommes-là. On s'oublie en tant qu'Anishinaabe. Nos blessures viennent de loin, je dirais. Puis essayer de retrouver nos valeurs aussi, ça, c'est une de mes missions, un de mes objectifs, de retrouver nos valeurs. Mm. Moi, je suis bien satisfait du pamphlet que vous avez fait. Il n'y a pas de choses négatives donc, que je peux dire sur ça. Fait que, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à nous autres, à notre communauté. Je sais qu'on a toujours du travail à faire par rapport à ça. Et voilà, et je termine avec ça, Audrey, ma présentation d'aujourd'hui. Hein. Merci de votre temps. Merci énormément. C'est un livret, dans le fond, ce que tu as montré? Oui, oui, oui. C'est vraiment magnifique. C'est le fun de voir les différentes étapes et comment ça a été mis
en action. Puis, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui seraient intéressés à voir le livret, là, définitivement. Alors, c'est un outil naissant. Puis j'aimerais, comme on a vu, comment tu sais, il y a eu vraiment un changement de paradigme dès le départ là, dans la façon dont vous avez mené le projet, que vous avez mobilisé des membres de des différentes communautés là, autour de ça. Ouais, j'avais hâte d'en entendre parler, donc je suis vraiment contente que tu sois venu aujourd'hui, Oscar, pour nous parler de ce projet-là avec les hommes des différentes communautés autour de l'U4. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Je te ferai parvenir des copies papier, Audrey. Juste me donner ton Papier? adresse. Comme PDF ou papier? Papier. OK. Parfait. Alors, nos prochains invités sont Christopher Fletcher, qui est du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Laval, et Caroline Stone de Quavivik Inuit Family and Community Health Center. So they will present another research project involving Southern Inuit communities, if I'm correct. So I will. Ils vont nous présenter leur présentation. Enfin, il y a trois d'entre nous ici. Alors, on pourra avoir le temps nécessaire pour vous présenter quelques mots. Alors, d'abord, on va se présenter. Est-ce que vous voulez vous commencer vous-même? Mon nom, c'est Carolyn. Je suis Inuit sur la Hudson Bay. Je suis directeur exécutif maintenant pour le centre des unités familiales. C'est pour le département de médecine. Moi, je suis Laura. Je travaille sur le projet avec mon ami. Je fais du travail social, la psychologie. Alors, moi, je suis soutien à la communauté pour la santé mentale. Mon nom est Chris Fletcher. Je suis professeur à l'Université Laval pour la médecine préventive. Je suis né et éduqué à Montréal. Je suis blanc. Je suis un blanc. J'ai passé presque ma vie d'adulte dans les communautés inuit. Alors, ce projet, qu'on en parlera aujourd'hui, c'est une lignée de travaux continus de ma part. Tout a été fait dans une perspective de fonder directement sur la communauté, par la communauté. Alors, et c'est vraiment dans un but d'orientation. Ma formation, c'est dans la médecine à l'Université de Montréal, en anthropologie particulièrement. Une dizaine d'années, je suis revenu à Québec il y a à peu près une quinzaine d'années déjà pour avoir un poste en médecine, où est-ce que je suis puis un type à peu près très social dans le département. J'ai beaucoup de plaisir à ce poste et j'ai vraiment été capable d'être impliqué dans beaucoup de choses très intéressantes. En ce qui est de travailler ici en 1990, j'ai d'abord été en Nunavik. C'est là où j'ai commencé à travailler sur les adoptions coutumières pour bien d'autres projets aussi. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu le temps de se coordonner ici puis de s'organiser comment faire la présentation. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler. Et puis, j'ai une présentation diapo à vous présenter, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà.
Merci beaucoup. C'est incroyable la présentation que vous avez fait. J'ai bien aimé votre présentation, la façon dont vous travaillez et la façon dont vous êtes vraiment très engagé dans la communauté. Alors, je pense qu'il y a beaucoup des gens comme nous sont vraiment prêts à ce genre de situation et d'implication dans la recherche. Je pense que, évidemment, on a tout à l'esprit de faire des choses qui sont significatives et bénéfiques pour la communauté. Moi, dans ma carrière, j'ai toujours essayé de me concentrer sur cet aspect. Évidemment, c'est vraiment la base sur laquelle nous fonctionnons tous. Je suis vraiment très impressionné par votre travail et les ressources que vous avez pu recueillir pour bâtir ce projet. Je crois aussi que votre dessin graphique, votre présentation graphique est excellente. Mais c'est très intéressant pour vous de voir comment les choses émergent et des nouvelles idées et des nouveaux projets. C'est un long titre ici. On parle de deux, trois choses ici. Le projet, c'est vraiment c'est une étude que l'on fait au Québec et c'est lié avec la médecine familiale préventive chez les Inuits. On en avait parlé, je crois, il y a presque une année. Alors, rapidement, l'objectif de la présentation ici, c'est juste de vous parler de ce projet de création de partenariat et la création de l'organisation dont il vient de mentionner ici. Qu'est-ce que c'est le projet? C'est une organisation inuit. C'est un projet quinquennal, c'est un projet de 5 ans. Il y a des différentes séquentielles entre la qualité et la quantitativité, c'est-à-dire que c'est une méthode mixte, c'est fondé sur les communautés, c'est orienté à l'étude des actions et des orientations. C'est un projet qu'on a développé après la COVID. On a utilisé cette phase qualitative pour comprendre vraiment la situation, pour comprendre la communauté en général. Mais certains sont un peu plus spécifiques, mais ne sont pas particulièrement exclusifs. On va vous montrer ça un peu plus, on va vous détailler. Hmm. Donnez-moi une petite minute ici. Qu'est-ce que c'est Canui 4? C'est une quantité de questions que l'on a émises. Je ne sais pas à quel point, quelle est la longueur et depuis combien de temps déjà, mais notre objectif, c'est vraiment de décrire la situation de santé chez les Inuits dans le sud du Québec et on a ciblé cette communauté et ça exige que l'on puisse identifier et quelles étaient les spécifiques, les difficultés particulières. Alors, on a aussi eu la collaboration avec cette corporation, Community Health Center and Makivik Corporation. Alors, on est plutôt, nous avons été influencés par des perspectives assez critiques, par des recherches d'une critique d'une santé, une perception d'une santé publique mais ça a vraiment eu un impact sur la façon de changer la façon dont on pense la nature des recherches dans les communautés, qui est un peu différent de nos systèmes généraux parce que le système de santé est très difficile, c'était confrontant. On a eu un directeur, un recteur qui a fait quelques remarques scientifiques à ce sujet. Et il a dit que c'était vraiment un grand défi, à savoir pourquoi la surveillance
sous-estimé. Et que 20 ans plus tard, c'est un peu opérationnel et géré par d'autres organisations et qui plaidoient pour une nationale aussi. Dans ce cas-ci, dans cette région, et à quel point on est critique des sujets qui impliquent la communauté. C'est-à-dire que la recherche doit vraiment contribuer. Et il y a en effet des... Je perds quelquefois ces mots. J'imagine exactement que de qui géographiquement nous sommes et de qui nous parlons. C'est une région dans le nord du Canada. Ça s'appelle Nunavik. Ici, selon nos études, ce sont les gens, on parle des gens du Sud, en fait. Et la plupart d'entre eux sont autour de Montréal, mais il y en a d'autres qui sont quand même dans Val-d'Or, Gatineau, un petit peu autour de Québec, et quelque peu aussi dans Sherbrooke, quelquefois. J'ai établi le travail que nous faisions pour cette étude et la continuité de notre recherche. Vous allez vous rendre compte que les recherches qui ont été faites dans les ans 150 et 70, nous étions surtout préoccupés par la gestion, monitoring, la communauté sociale, les changements, etc. Et après, il y a eu beaucoup de changements majeurs, en fait. Et chacun de ces changements a des caractères particuliers et a aussi un aspect culturel. Ici sont importants, vous savez, parce que les gens souvent disent, mais qu'est-ce que c'est, quelle importance de notre système de santé? C'est pas nécessairement obvious et évident, mais ils ont un impact. Comment auront été les forces que nous avons, comment bénéficier, même si c'était pas assez évident. Et à partir, vous pouvez historiquement voir un peu qu'est-ce qui se sont produits. Historiquement, vous voyez sur la photo. C'est des sujets assez prenants, incluant ce rapport en 1960, dans les années 70, Esquimaux, mortalité, à la mortalité des Esquimaux et le logement. Alors, ça a eu un impact incroyable. Alors, les études sont des documents qui sont quand même très significatifs et importants. Voilà les différentes études qui ont été faites au niveau de la santé au Nunavik depuis des décennies. Et le plus récent que l'on a vu ici en 2017 implique moi et ma collègue, le premier qui a été donné par une commission, je crois que c'est l'aéroport à Nunavik. Il y a eu des innovations assez intéressantes. Il y a eu une formation d'une composante de communauté qui décrivait comment la communauté voulait être ce qu'elle avait besoin, à décrire vraiment toutes les composantes de la communauté. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et qui ont vraiment une perspective réellement culturelle. Est-ce que vous avez été au courant, vous avez été impliqué beaucoup plus directement dans cette recherche. Avez-vous des commentaires? Je suis pas exactement certaine là, mais oui, oui, je travaillais à ce moment-là pour le conseil d'administration à ce moment-là. L'enquête a été continuée sans moi parce que j'ai été malade quand j'ai dû me retirer. Comment est-ce que ceci allait faire l'expérience?
quel genre de suivi pourrait-il y avoir? Comment est-ce que les participants ont réagi? Quelle était leur expérience à travers ceci? Il y a eu un changement à ce sujet où que ça venait pas de Nunavik, que ça venait du Sud. Alors, il y a eu des réactions un peu à ce sujet. Et il y a des choses qui se sont très, très bien passées. Il y a des choses qui devraient être améliorées, évidemment. Mais évidemment, Christopher et Caroline en ont vraiment pris beaucoup plus de détails que moi, par contre. Hey, je t'ai un petit peu mis euh, le spotlight là. C'est vraiment très compliqué. C'est pas une expérience neutre. Forcément, c'est une expérience très difficile. Alors, comme j'ai dit, Kaluinlirpita, difficile à prononcer. C'est la première étude qui a été faite au niveau de la santé des Inuits et ça a été fait par les Inuits, par une organisation Inuit. Il y a eu des arguments qui ont été faits avec le gouvernement. En fait, il y a eu beaucoup pour réussir à obtenir ce qu'ils voulaient, mais ça a pris le temps, mais finalement, on l'a ramené au niveau régional. Alors, on a eu à ce moment-là un peu plus de financement. On a mentionné l'équipe d'études. Je crois qu'il y avait une trentaine de personnes, je crois, qui faisaient partie de cette étude, oui, en effet, et qui ont été logés sur le bateau. Dans cette recherche, c'est intéressant parce qu'il faut voyager avec des briseurs de glace pour aller d'une communauté à l'autre. C'est plutôt assez particulier. J'appelle ça un peu la mission des pauvres. D'avoir un drapeau canadien et puis bon, voilà. Alors, toutes ces composantes de la communauté, on a été capable de vraiment développer une perspective culturelle, à savoir qu'est-ce que ça veut dire être en santé, qui est en santé, qu'est-ce que ça veut dire être en santé. Alors, on est allé dans différentes communautés. On a posé beaucoup de questions ouvertes. Il y avait un assez bon nombre de personnes dans chacune des communautés qui ont répondu au questionnaire. Finalement, tout ceci s'est conclu avec le modèle IKI de la santé. Mais c'est vraiment un modèle inuit, sans aucun doute. Il y a 3 dimensions de ce modèle. C'est très bref pour le décrire. Je crois que oui, il y a un graphique qui va vous l'expliquer. Voilà, j'ai le graphique ici. La première journée de le premier atelier, et évidemment, ils ont leur culture, leur langage est essentiel. On a présenté un graphisme ici qui le dit, et vraiment, ils sont vraiment ancrés dans la terre et ça doit absolument émerger de la terre parce que la culture et les langues est très importante au Nunavik. Alors, tout est relié. Il parle en Nitkamek, alors je ne peux pas le traduire. Alors, il faut vraiment prendre le temps de l'exprimer, à le traduire avec un point de vue différent, là. Le concept a émergé de ce modèle et finalement, la santé sociale est très importante pour les gens dans la communauté, mais dans la famille aussi. Mais tout autant pour les non-Inuits. Alors, on a bâti ce modèle. Les déterminants sociaux ont été identifiés. Comme on voit, communauté, famille, adopter la nourriture, etc. D'ici, vous avez le contraste avec le type de modèle des Premières Nations, mais ça ne parle pas vraiment à ces gens-là. Et là, pour fournir une autre façon d'imaginer ce que ça peut être. C'est un peu comme la présentation d'Oscar, la 3 métaphores.
L'arbre, c'est pas vraiment un répertoire pour eux, mais l'idée, c'était de créer quelque chose qui a du sens, qui fait sens. Oui. On n'a pas pris ce modèle. Ils disent qu'il y a d'autres communautés inuites importantes au Québec. Puis il y a des choses, c'est important pour les communautés, il est important pour les personnes aussi, les personnes du Sud. Caroline, est-ce que vous voulez expliquer de manière plus concise et plus claire? Moi, non, non, vous en tirez très bien. Évidemment, vous essayez de plaidoyer de ceci depuis plusieurs années pour vous assurer qu'on est reconnu déjà depuis le début. C'est-à-dire qu'on mérite autant d'attention que nos amis Inuits du Nord. Tout ce que vous dites, c'est à peu près, c'est correct, voilà. Je suis d'accord pour toute la ligne. C'est OK. Merci. Peut-être je pourrais tout simplement donner aux participants, avez-vous des questions? Je ne peux pas vraiment voir tout le monde, là, l'écran est... Mais de grâce, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? Oh, je vais continuer. Il y a des gens qui viennent du Sud. C'est très intéressant. Quand Jean Cartier est arrivé ici, l'espace entre le nord de la Newfoundland et puis le sud du Labrador maintenant, et ils ont rencontré des Inuits qui étaient là déjà depuis un bon moment. Ils ont rencontré non seulement des Inuits, mais des Inuits, je crois, qui parlaient leur langue. Et les gens disent que c'est vrai, mais en fait, ils corrigent, c'est pas absolument vrai. Dans les années 60, avec le développement de l'industrie du bois et aussi la sculpture, mais la sculpture en gravé. Mais c'était pas avant vraiment 1975 avec l'entente de la James Bay, l'entente de la baie, l'économie a commencé à grandir aussi. Et à ce moment-là, après 23 000 personnes. Ici, c'est une communauté très, très large. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y avait très peu de coordination avec les communautés et l'Afrique organisée du Sud. Alors, il y a très peu d'attraction aussi, d'interaction avec les services aussi, les organisations du Nord. Alors, finalement, les communications entre le Sud et le Nord n'étaient pas coordonnées, ils n'avaient pas accès aux bienfaits de l'entente du Northern Bay. Et vivre à Montréal, évidemment, il y avait davantage de ressources là pour aider les gens qui venaient du Nord et qui cherchaient le centre de santé ou des soins de santé. Les Inuits qui vivaient dans le Sud ont été perçus par des gens du Nord comme pas les mêmes, une différence. Et de l'autre côté, il y a beaucoup des Inuits qui venaient au Sud, qui venaient pour le Sud, pour l'éducation et autres raisons. Alors, les gens du Nord venaient vers le Sud pour l'éducation. Ils ont essayé d'établir aussi des centres d'immigration. C'est un peu disloqué, c'est un peu compliqué. D'un point de vue de la recherche, la santé, c'est assez difficile à décrire. Encore là, les études qui sont basées plutôt par des territoires géographiques versus la population. Mais entre 2006 et 2011, la population a augmenté en général de 18 mais
Mais la communauté du Sud, elle, a augmenté de 76%. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités du Nord et du Sud. Ça a été une période économiquement très active. Il y en a qui ont finalement réussi à se joindre à la population québécoise aussi. Montréal, la population est marginalisée, là, vraiment. Il y a une large population aussi, bien si on imagine qu'il y a 15% de la population totale de Nunavik qui vivent en dehors de la région. Alors, c'est le plan du projet que nous présentons. Originalement, ça a commencé comme un partenariat avec une autre organisation, mais ce partenariat s'est éteint, est arrivé à une fin. Et le centre a été créé à ce moment-là. Donc, c'est un peu le projet de décrire la santé des gens qui habitent dans le Nord. Originalement, je crois que cette étude avait été faite avec Ottawa depuis 4 ans, je crois. Alors, c'est un plan 2, il y a deux phases. Oups, nous le perdons un peu là. Le but, évidemment, à ma grande surprise, normalement, quand vous travaillez dans n'importe quelle recherche, il y a des choses qui doivent se produire. euh, il y a des gens ne sont pas nécessairement dans l'esprit de recherche, mais il y a quand même un intérêt. Les gens sont un peu prêts. Voilà les gens, le modèle, à partir c'est des modèles des gens qui vivent dans le Sud. Je crois que soit votre micro ou vos écouteurs vont et viennent. Alors, le son, on le perd. Oui, j'ai remarqué. Je sais pas, c'est peut-être ça surchauffe, je sais pas quoi. Je vais essayer de tourner bon, il y a quelque chose, il y a peut-être les appareils qui surchauffent, je ne sais pas. Là, il y avait une blague à ce sujet. Bon. On a validé le modèle et puis il semble que le concept de base semblait faire sens pour les gens de Nunavik, mais les évaluations ne sont pas tout le temps appropriées ou vraiment des références. Et c'est pas, quelquefois les références ne sont pas correctes. On a appris l'évaluation de la population. On a fait l'étude encore dont je parlais tout à l'heure et en ce moment, on l'a presque terminé. Puis en ce moment, on est à la position du questionnaire. Le rapport est sorti il y a quelques années. Il y a quelques sections. On n'a pas le temps de les revoir, mais il y a les accès aux services, soit pour la santé mentale et physique, l'accès à tous les autres services de santé, la communauté et aussi l'appartenance au Sud. Il y a 5 recommandations, je ne vais pas les lire. Elles ne sont pas aussi solides et immuables que l'on voudrait le croire, mais c'est pas étonnant que ça ne soit pas réalisé exact. Mais évidemment, on a ici essaie de citer ce qui est évident, c'est au mieux.
que les centres de santé devraient être par les communautés directement. Mais ça fait déjà plus d'une génération maintenant, il n'y a rien de nouveau. L'étude et la recherche qu'on a pu faire aujourd'hui et la collecte des données qu'on a pu faire, peut-être que c'était peut-être un petit peu plus euh, digérable pour le gouvernement, mais il faut se faire des recommandations soi-même plutôt. Alors, à partir de tout ce processus de recherche et de travailler en grande collaboration, en partenariat avec les organisations communautaires, le centre de santé a été créé et qui vraiment répond aux besoins de la population. Et d'un point de vue de recherche, c'est vraiment exactement tout ce que ça décrit. Et ils le reçoivent aussi dans leur langue. Alors, c'est un langage finalement que les communautés peuvent comprendre et auquel ils peuvent. Ça continue, c'est en cours. Euh, Caroline, vous avez quelque chose à ajouter? J'ai quelques petits diapos encore à présenter. C'est-à-dire, quelquefois, il faut fermer les rideaux, hein? Caroline, elle a le soleil dans le visage. Je ne sais pas quoi, elle lui fait une blague à ce sujet. Oui, je peux dire quelques mots pour faire une partie de la présentation. Juste pour ajouter ce que vous aviez déjà parlé au sujet de l'étude, il est important de savoir qu'il y a eu beaucoup de consultations avec les questionnaires, avec l'étude, avec les réactions qu'on a pu avoir aussi. Ça a été une étude très, très longue, une enquête très longue. Ce que vous avez ici mis ensemble, on a réassemblé tout ceci pour s'assurer que les participants aient été traités avec respect. S'il y en avait d'autres questions, on avait de l'assistance ici pour s'assurer que ce soit une survie saine que l'on fait avec notre communauté. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le passé. Ça n'a pas toujours été très sain. Ça n'a pas pris en considération les besoins, la culture et notre façon unique de vivre. Ça pourrait vraiment déclencher des bonnes et mauvaises émotions. Il y a tellement de revues qui ont été faites, mais cette fois-ci, ça a été fait par les Inuits, les femmes Inuits et les aînés aussi Inuits. Alors, ce sera une ressource très importante. Et alors, on est ici en plein dans notre administration, dans notre infrastructure d'administration, on est ici que depuis quelque temps, très peu de temps. Alors, je pourrais dire que le climat, on a tellement de projets, on est mené par des Inuits et géré par des Minois. Il n'y a pas de zone grise dans ceci, c'est clairement Inuit du début à la fin. Maintenant, on a des projets avec les aînés, on prend soin de nos aînés, on établit un réseau qui leur distribue la nourriture, on a un programme de langue aussi. Alors vraiment, nous avançons très, très, très rapidement. Notre but, de connecter, d'ouvrir, d'être ouverte. On est faire partie, euh, on est, on est partout. Avec la méfiance que notre communauté a déjà eue avec le système de santé, c'est impératif que qu'il y ait une place où est-ce qu'elle pourrait recevoir des services santé avec beaucoup de respect. On a beaucoup de gens, les médecins inclus, et les collègues de Chris aussi, et d'autres personnes qui sont vraiment impliquées et dans notre communauté. Alors, quand on dit c'est Inuit, ça veut dire que la gestion et c'est peut-être la chose que je dis le plus souvent, c'est que ça doit être géré par les Autochtones. Donc, c'est très bien ce que les comités ont besoin. On sait très bien qu'ils ont besoin d'une clinique. Alors, il faut absolument faire les choses différemment. Il faut essayer de savoir pourquoi que ça ne fonctionne pas. On essaie vraiment de s'assurer que moi, mes petits-enfants pourraient aller dans une clinique et puis avoir des services adéquats pour très, très, très longtemps. Alors, ça, c'est notre prochain pas pour créer un espace sain et sécuritaire. Alors, tout a été merveilleux ici. Ça a été une organisation extraordinaire et le défi est extraordinaire et on va continuer. Et évidemment, éventuellement, c'est ce que l'on veut faire. On a une très bonne
équipe qui pousse beaucoup. Chris travaille avec l'enquête et il va pouvoir nous donner vraiment un profil de la communauté. Qu'est-ce que la communauté a besoin? Qu'est-ce qu'elle veut? Et quand ces données et ces statistiques reviennent, on pourra donner le rapport clair, à savoir de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que notre communauté a besoin. Eh bien là, c'est à peu près tout, là. Voilà le développement de la clinique ici. On a touché à pas mal de sujets. Vous avez mentionné le support des soutiens aux aînés. On a établi des ressources aussi, des ressources d'information. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a parlé du réseau de soutien pour les aînés. On a parlé de soutien pour les femmes en maternité. Question? Je pense que c'est à peu près un bon moment pour commencer à remplir. Ah, mais je suis pas mal enveloppée moi aussi. C'est le temps de tirer la corde. Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle travaille autour de l'enquête. Évidemment, ce n'est pas des expériences neutres. Il y a beaucoup de situations qui se présentent. Des fois, est-ce que vous voulez dire quelques mots, Laura? Je vais essayer de faire un sommaire des choses les plus importantes à prendre en considération. Évidemment, l'importance de fonder des communications. L'étude est portée par et avec les Inuits. Alors, et on ira aussi visiter de nouvelles organisations Inuits dans le sud aussi. Et aussi l'importance de bâtir une connectivité autour de ça, amener les gens, rassembler les gens, poser des questions, après ça, relâchez-les. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et créer un espace spécial pour les aînés. Et partir s'ils viennent avec d'autres besoins, ils sont très, très bienvenus. Et aussi, évidemment, nous prenons en considération les traumas qui ont pu être expérimentés culturellement, historiquement, psychologiquement, etc. Alors, évidemment, il y a beaucoup de traumas qui ont été développés à partir de ça. Il y en a des traumas secondaires et intergénérationnels aussi. C'est vraiment très important de s'en occuper. Il y a aussi des professionnels, une équipe de professionnels pour s'occuper de la santé mentale. Et pendant l'enquête, s'ils veulent être accompagnés d'un accompagnateur de santé ou un expert en santé mentale pour aider de les connecter avec des services spécifiques s'ils en ont besoin à n'importe quel moment donné et s'assurer qu'ils sont vraiment conscients de tout ceci, que les services sont disponibles 24 heures. Maintenant, c'est un pas peut-être très différent, mais il faut s'assurer que le personnel aussi est bien géré parce que certains des personnels sont aussi déclenchés. Il y a des choses qui peuvent déclencher les émotions, autant chez les personnels que chez celui qui est un participant. Alors, plutôt que de les laisser seuls à gérer leur situation, on travaille en groupe. On a des individus aussi pour leur offrir une assistance individuelle. Alors, la conception du formulaire de questions, si on essaie de minimaliser, on essaie de poser des questions qui pourraient minimalement développer déclencher des réactions. On essaie d'être assez vigilant et aussi dans le phrasé, la façon dont on choisit les mots, le formuler de la façon dont on peut obtenir la réponse dont on a besoin. On essaie oui, on est très conscient que finalement, ça peut amener des réactions du passé, mais s'assurer aussi que le client et le participant est bien et confortable là-dedans et qu'il aurait aussi un suivi après le suivi parce qu'il y a tellement de recherches qui sont faites et des fois, il y a tellement de nervosité autour du participant. Ah, qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, ils sont un peu stressés par rapport à ceci. Alors,
On va d'abord leur expliquer qu'ils peuvent toujours dire qu'ils préfèrent ne pas répondre à une question particulière ou peut-être sauter une partie complète du formulaire et qu'ils ne veulent pas répondre aux questions. Ils ont la liberté de le faire. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on considère aussi et qu'on l'on mène et dont on prend soin quand on fait ces études et ces questionnaires. Merci. Alors voilà, alors voilà, c'est à peu près ceci pour ma part et j'apprécie vraiment l'opportunité de pouvoir échanger avec vous et si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire maintenant. On va essayer de stopper le diapo. Bon, voilà. Alors, merci beaucoup. Merci Christopher, Caroline et toutes celles qui étaient là, Laura. Alors, merci beaucoup. On voit très bien que tout est relié aux actions et comment et finalement ça peut aider le développement de ce centre qui était très, très, très en besoin et qui était vraiment essentiel dans cette communauté-là. Maintenant, on ouvre la session aux questions. Sentez-vous libre de poser des questions aux présentateurs. Je vais. Bon. Ah, vas-y, Jean-François. Yes, hi. Are you hearing me well? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, très, très bien. So my English is quite rusty, but the question will be addressed to Mr. Fletcher. La question sera adressée à M. Fletcher. Mon nom, c'est Jean-François. I work for Homme Québec, Je travaille pour Homme Québec. On assiste des présentations et une chose que j'ai bien appréciée de votre présentation, excusez-moi mon anglais, comment est-ce que les communautés, parce que de ce que j'entends, bien que vos deux projets sont vraiment liés dans l'approche de la communauté, avec une approche communautaire. Je porte beaucoup d'attention à ceci. Mais comment est-ce que vous sentez que, comme vous avez déjà dit, quand vous avez utilisé le drapeau sur le bateau, comment est-ce que vous pensez que la communauté voit cette approche qui vraiment a été endossée ou supportée par le gouvernement alors que eux, et il y a différentes réactions qu'ils ont reçues quand, dépendant du drapeau qui se dresse sur le bateau qui se présente. Comment pouvez-vous supporter ou comment est-ce qu'il y a une influence, qu'elle soit privée, provinciale ou comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Qui supporte ça. Oui, c'est comme ce que je dis, c'est la pointe de l'iceberg, parce qu'il y a une histoire coloniale là-dedans qui est impossible à défaire. Tout le monde est très au courant. C'est pas un secret, c'est une évidence. À ce moment-là, on ne savait pas. On ramène le Canada dans le Nord, dans les 60 années 60. Mais aujourd'hui, ça veut dire quelque chose de complètement différent. J'ai mentionné à M. Redding, qui initialement, c'était le directeur de l'Institut de santé. Et lui et quelqu'un d'autre ont vraiment été capables d'établir cette nouvelle façon de penser, cette façon autonome de penser et, oui, développer les ressources, les amener aux communautés autochtones et les organisations. Et finalement, RSA aussi, qui est un produit tout à fait clair et net issu de ce projet. C'est intéressant. Moi, je suis content d'avoir fait partie de ce projet très, très jeune. J'étais un très jeune très jeune chercheur et j'en ai fait partie déjà à l'aube de cette organisation. Mais oui,
C'est intéressant d'avoir une idée de ce qui se passait. C'est vraiment un défi générationnel pour essayer de changer la façon dont la recherche est faite aujourd'hui. Mais définitivement, c'est culturel aussi. C'est pour ça que ça se produit. L'idée d'avoir des utilisateurs principaux, là, originaux de l'utilisation des recherches, c'est intéressant. La recherche n'est pas tu sais, quand on dit tout le temps travailler avec les communautés, les communautés ont du pouvoir sur les données et c'est très important. C'est très important dans le développement de ce qu'on peut appeler la souveraineté des recherches, la souveraineté des données. C'est très important euh, que ça réponde à leurs besoins et que la fin leur appartient. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait partie de de ce mouvement, est un allié. Alors, merci beaucoup. C'est très euh, réconfortant et bénéfique pour moi. C'est très, on est bien en voie de pouvoir changer cette, parce que la relation entre le Canada et les Inuits est très complexe et dans bien des sens, les Inuits ont embrasé l'idée des Canadiens dans le sens que les Premières Nations peut-être, mais je ne vais pas parler pour personne, mais les Inuits se sont considérés Canadiens très tôt dans l'histoire. Ils ont leur histoire, mais ceci étant dit, quand les gens demandent qu'est-ce que vous allez faire avec les informations pour qui? On dit légitimement, on va bâtir nos services avec ces informations-là et contrôler nos services. Ça enlève vraiment l'inquiétude, la suspicion dans l'équation, dans la matrice, parce que moi, je vais les aider autant que je peux, c'est sûr. Peut-être, Oscar, vous voulez ajouter quelque chose? C'est une question, Christopher, oui. Oui, Oui, en fait, j'ai bien apprécié ce gros travail, ce gros projet que vous avez présenté. En fait, la présentation des trois métaphores aussi que vous avez tout à l'heure abordé autour de la quatrième diapo, c'était aussi quand même intéressante. Mais mon réflexe était de savoir, Christopher, parce que Laura a dit que c'était un projet qui a été par et avec la communauté développé au fil des années. J'imagine bien qu'il y a eu des embauches, des difficultés, des défis à soulever. Au-delà, tu l'as bien représenté tout à l'heure, je suis un blanc. Tu l'as dit au début de ta présentation, c'est vrai, on ne peut pas. Moi, je me représente de la même façon, mais c'est pareil pour moi. Mais tes principaux défis au fil des années, parce que je vois que tu fais ta carrière de recherche depuis des décennies, des années, en fait, je me sens quelqu'un qui débute depuis quelques années, hein. Donc, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'années d'expérience dans son dos. Sur son dos, en fait, quels ont été pour toi les défis principaux, en fait, que tu as dû soulever si tu veux parler de ce projet-là ou des expériences passées, hein, à l'égard de ces collaborations, j'appellerai pas plutôt recherche, de ces collaborations mutuelles que vous avez faites autour des recherches, des projets ensemble. Donc, autour de ça, la question. J'aimerais t'entendre. Oui, ben, la question des partenariats est quasiment un sujet de recherche en soi. On attend que tout le monde soit intéressé, ils acceptent et on travaille ensemble. Ben, en fin de compte, un partenariat, c'est comme un animal en soi. Il faut le nourrir, faut le bien soutenir, faut travailler. Puis, c'est ça. C'est l'avantage que je vois de plus en plus avec les organisations inuites, c'est que la capacité est plus présente.
dans les organisations inuites que ça a été, à cause, je dirais, plus de succès en éducation secondaire, post-secondaire, ça a une influence sur la capacité d'interagir avec la communauté de recherche dans une façon qui est légitime. Please update so we can better. J'ai changé de langue, désolé pour traducteur. Est-ce que ça marche en anglais? Is it working in English? Oui, I don't know. OK, en tout cas. Donc, c'est ça. Puis on a commencé avec une autre organisation que j'ai mentionnée et pour des raisons qui sont toujours pas très claires, cette relation a été terminée. Et il y avait beaucoup de rencarts et c'était vraiment pas une expérience plaisante. En fait, c'était très difficile pour moi, pour Caroline, je sais aussi. Mais on a persisté, on a dit, ben, c'est pas le temps d'arrêter, il faut continuer, il faut toujours va vers l'avant parce que les besoins sont plus importants que nous, dans un certain sens. Donc, on avait toujours le soutien de la communauté, et en fait plus, je pense, avec Havovik, il y a beaucoup des attentes au sein de la communauté sur qu'est-ce que Havovik peut faire et devrait faire. Peut-être parfois les attentes sont trop grandes parce que là, c'est une organisation très jeune, on apprend comment vivre. Donc, en tout cas, c'est ça. Mais, Chris, I'll just jump in. Sure. Since the beginning, it has been. Je vais dire quelques mots ici. Ça a vraiment été un grand défi, comme Chris a dit. On a mis notre communauté à l'avant. On dit toujours ça. Quels que soient les défis, aussi grands qu'ils soient, il y en a, ils s'enfilent l'un en arrière de l'autre. C'est pas ça qui manque. Mais c'est toujours pour le meilleur et le mieux de la communauté. Alors, vraiment, un pied en avant de l'autre. Et puis voilà, on peut continuer, puis on peut aller très long. En faisant ça, on a fait du travail monumental depuis les quelques derniers mois et on va continuer parce que pour nous, la communauté vient toujours nous voir. Merci, notre personnel aussi, ça vient, ça va, mais on essaie de faire notre mieux pour leur offrir tout ce qu'ils ont besoin pour que ce soit pour le mieux ou le pire, mais on fait toujours notre mieux. Alors, il faut terminer le webinaire pour aujourd'hui. Merci à l'ensemble des panélistes et aux traducteurs. Thank you for everyone to be here with us today. The panelists. Merci pour tous, à vous d'être avec nous, pour les présentateurs, les participants, les traducteurs. Merci beaucoup. C'est vraiment important de voir tous ces projets. Les effets, les répercussions positives qu'ils ont sur les partenaires autochtones. Donc, nous, ça termine notre saison de 2023. On va se revoir en janvier et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Merci. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez du temps, il y a un questionnaire dans le chat pour nous donner un feedback dans le fond. Nous, ça nous aide à aligner nos activités. Merci, Oscar, Christopher. Thanks, Caroline and Laura. It's always such a pleasure to see all of you. Yeah, thanks. Ciao. Bye.